pour une soirée exceptionnelle dans le cadre du festival L'Industrie du Rêve qui a mis pour cette édition un point fort sur l'Allemagne justement. Et j'aimerais tout de suite vous présenter Anne Bourgeois qui est la déléguée générale du festival et qui vous en dira quelques mots ensuite. Mais j'ai le très très grand plaisir d'accueillir ce soir Ingrid Caven. Ingrid. Et Jean-Jacques Schul. Qui ont choisi un film qui leur tient au cœur, Mes petites amoureuses de Jean Eustache, et ils vous en parleront tout à l'heure. On n'a plus besoin, je pense, de présenter Ingrid Caven, mais je le ferai quand même un tout petit peu. Comme vous le savez, elle est actrice, comédienne de théâtre, chanteuse, et dans les années entre 69 et 79, elle a joué dans une vingtaine de films de Fassbinder, avec qui elle avait une relation, je crois qu'il le disait lui-même, une relation d'affinité élective, et avec qui elle était mariée pendant 2 ans. Elle s'est installée en 1978 à Paris, où elle a entamé une carrière, on peut dire vraiment fulgurante, en tant que chanteuse, en alternant des récitals de Kurt Weill, Schönberg, de Beatles, donc vraiment dans les différents domaines, et avec des chansons écrites par Per Rabin, qui avait écrit pour les films de Fassbinder, avec des textes de Enzensberger, de Rainer Werner Fassbinder évidemment, et de Jean-Jacques Schul. Jean-Jacques Schul qui a écrit en 2000 le roman Ingrid Caven, qui a fait la carrière dont on sait et qui a obtenu pour ce merveilleux livre le prix concours. J'aimerais céder tout de suite la parole à Anne Bourgeois et je vous présente aussi Thierry Jousse qui va ensuite un peu animer le débat et dire quelques mots. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Gisela et l'Institut Goethe de nous recevoir depuis le début de cette édition, depuis lundi. Comme elle vous l'a dit, nous avons mis l'accent sur la relation franco-allemande, qui est une relation riche, passionnelle des fois. Et comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années et pour les autres qui ne le savent pas, nous avons 3 axes, donc des rencontres professionnelles où nous traitons de l'actualité, on va dire, du cinéma, des hommages ou des cartes blanches à des égéries ou à des grands maîtres. C'est pour ça que nous sommes très honorés d'accueillir Ingrid Caven, qui a tourné dans ce film de Jean Eustache que vous avez peut-être pas vu et qui sera une vraie découverte, je l'espère. Et donc, je vous souhaite vraiment une excellente projection. Je remercie aussi Jean-Jacques Schul d'être venu, qui je crois qu'il va nous lire un texte avant la projection. Et peut-être Thierry, je te passe le micro pour dire quelques mots. Bonsoir, je ne vais pas parler longtemps, je vais passer effectivement la parole à Jean-Jacques Schul qui va lire un texte autour de Jean Eustache, enfin vous allez le découvrir. Et non, je voulais juste dire que j'ai accepté, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation de Anne Bourgeois pour animer cette soirée, c'est que j'avais très envie de rencontrer Ingrid Caven et Jean-Jacques Schul, tout simplement parce que ce sont des personnes que j'ai vues dans les films ou que j'ai lus en ce qui concerne Jean-Jacques Schul. Donc je suis ravi d'être là, ne serait-ce que pour cette raison, et je suis aussi ravi d'être là parce que effectivement Mes petites amoureuses est un film rare, voire rarissime aujourd'hui. Comme vous le savez, on voit pratiquement pas les films de Jean Eustache pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer, et en tout cas pas maintenant. Et voilà, donc ça fait une double raison. Et je voulais aussi signaler la présence de Jean-Noël Pic dans cette salle, au 3e rang, qui fut un proche de Jean Eustache,
et que vous avez peut-être vu, si vous avez eu un jour l'occasion de voir ce chef-d'œuvre, en sens qui est une sale histoire, vous avez sans doute pu le voir, Jean-Noël Pic, notamment dans une sale histoire. Voilà, donc il aura peut-être l'occasion d'intervenir dans le débat qu'on fera ensuite avec Ingrid, Jean-Jacques Schul et éventuellement Jean-Noël. Je vais passer la parole à Jean-Jacques Schul pour la lecture qu'il nous propose en ouverture de cette soirée. Allongé, en costume noir, dans la longue boîte en bois, il semblait être déjà un peu arrivé dans cet autre espace où tout est à une autre échelle, comme dans une projection de cinéma. Et puis, cette barbe noire qu'il avait étrangement laissé pousser les derniers temps, comme pour prendre les devants, anticiper le travail de l'après, se préparer déjà en somme, être même en avance. Et ses attributs sacrés, le sceptre d'une espèce de patriarche émacié de l'Église orthodoxe, en fait une vulgaire canne orthopédique qu'il utilisait la dernière année depuis un accident. Un accident. La chute d'un balcon en Grèce. Et la bouteille, avec la grande étiquette noire de Jack Daniels à sa gauche. Et là, j'ai aussitôt pensé à un coup de téléphone il y avait quelques années depuis Los Angeles. C'est pas hé hé hé, je baise avec l'héritière Jack Daniels. C'était devenu sa boisson favorite, après que c'eût été le G&B, Justerini and Brooks. Eh bien, tu devrais l'épouser, tu serais riche et tu aurais des caisses en réserve jusqu'à la fin. À le voir ainsi apprêté, si solennel, lui qui était juste le contraire, enfantin et pas sérieux, j'ai trouvé ça drôle. J'ai souri, mais aussitôt j'ai pensé, même avec ses ornements un peu comiques, d'un sacré dérisoire, que oui, il avait eu son royaume. C'était le cinéma. Et je me suis dit, l'ancien ajusteur électricien de la SNCF, au regard évangélique, finit comme un souverain, même si c'est dans une parodie involontaire. Tu as bien connu Eustache, tu devrais écrire sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les meilleurs nous restent opaques. On apprend après des choses. À 20 ans, il récitait, ivre-mort, des poèmes dans des bars. Il se promenait avec un flingue à Pigalle, où il se faisait appeler Robert, et allait gâcher aux musettes. Une suite de reflets. On n'en sait pas plus après 10 ans, 20 ans, on se trompe toujours. Il rêvait d'un penthouse sur la 5e avenue. Il était royaliste. Il croyait à la fin à l'au-delà. Il avait acheté à Genet un scénario, titre « La plus belle ville du monde ne peut donner que ce qu'elle a », et il lui avait filé un chèque sans provision. Oui, en effet, les gens gagnent à être connus. Ils y gagnent en mystère. Je le revois. C'est comme si c'était hier. C'est rue Clément Marot. Il est là, il arrive, son pas chaloupé, la gauloise bleue au coin des lèvres, main dans les poches. Il aimait bien Gabin, Jean, gueule d'amour. Son Burberry. Il aimait bien Bogart aussi. Et sa gauloise bleue,
qu'il allume en plissant les yeux, bleus. Je file à Narbonne demain, tu sais, il s'apprête à détruire le café. Faut que je tourne vite avant que... Il avait gardé un peu l'accent de là-bas. Et déjà l'obsession de la scène vécue qui se rejoue, mais sans lui, avec la machine à remonter le temps. Il jouait au baccarat beaucoup. Et puis les filles, beaucoup. De tout. Des belles, des moches, des travelots du bois, n'importe. En rentrant fauché du baccarat. Avec 6 en main, il demandait toujours une carte. De la folie, l'attrait du gouffre. C'est quand j'ai perdu, il m'avait dit que je bande le mieux. Eh bien, la plupart du temps, il était servi, c'est le cas de le dire. Non, décidément, je n'avais presque rien à dire, à écrire sur Eustache. On s'était pourtant vu pendant 20 ans. Ni sur ses films. Impossible de me rappeler le moindre de nos dialogues. Il faut dire qu'ils étaient plutôt décousus et sans substance, et même inconsistants. C'est sans doute ce qu'il voulait. Pas fixer, juste recueillir à l'extrême surface de la pellicule tout ce qui ne veut rien dire, même pas l'absurde ni le non-sens, mais véritablement le temps mort, les mots pour les mots, la parole plutôt, juste la parole, qui ne va nulle part, neutre, suspendue. C'est cela, une espèce de suspense sans histoire, le suspense de chaque instant. Et des instants qui n'aboutissent jamais à une histoire. Le temps, en somme. À quoi ça avance tout ça, la biographie? Si j'écris qu'il avait été ajusteur électricien, avait ensuite posé pour des romans photos, puis fait des films, puis... Je revois le sourire éclatant sous les flashs à Cannes, au Palais. Jeanne d'Arc Ingrid Bergman remettant le trophée à Jean de France, l'ajusteur électricien. Car s'il se voyait en cloche, nul, ruiné, il aurait, je pense, aimé être cloche, nul, ruiné dans un palace. Au Carlyle, tu sais, sur Madison Avenue, le Russian Tea Room, tu sais. Ce n'était pas un caractère. Fuyant, pas net, lâche, recherchant l'inconsistance, ce qui n'est pas facile. Était-il même cinéaste? Je n'ose qu'à peine écrire ce mot. Il ne lui convient pas. Il me fait sourire, si chargé d'importance, de prestige prométhéen. Il a fait des films, oui, mais je lui avais suggéré, tu devrais avoir une boutique avec sur la plaque Jean Eustache, cinéaste pour noces et banquets. Alors là, maintenant, quoi faire? De la pointe mal taillée du crayon ou du bout de mes lèvres, ébaucher quelques phrases qui tracent le contour d'une forme plutôt vide, presque une ombre blanche. À quoi ça avance, les souvenirs, l'existence, tout ça? Face à son cinéma si neutre, si blanc, toute anecdote semble un effet de mauvais goût, un rien devient haut en couleur, pittoresque. Ces films, si discrets dans leur forme, appellent le silence. Ces figures de garçons, de jeunes hommes enfantins, sans aucune importance sociale, à peine des individus, totalement dépourvus de valeurs esthétiques ou morales, sans goût, sans adhésion, sans illusion, mais sans dédain, seulement là, juste là, même pas asociaux, même pas nihilistes, encore moins révoltés, sans étiquette, sans qualité, rien. Comme le bouchon de liège au fil de l'eau, une métaphore que Stache avait un jour employée pour m'expliquer son affinité avec Jean Renoir. Et lui, c'était pareil que ses personnages. Il a toujours filmé selon. Donc, tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon.
les circonstances, les commandes, les phrases au vol, les récits effilochés des autres, les soubresauts de la mémoire. Jamais un scénario bien ficelé, un beau dialogue inventé, surtout pas un chef-d'œuvre et même pas une œuvre. Les choses sont là. Pourquoi les manipuler? Il suffit de les recomposer un peu, les rythmer, c'est tout. Cinéma de poésie, scribe des autres, ethnologue de lui-même. Jamais d'espérance, pas d'oriéture, plus de lendemain, braise de satin, c'est Rimbaud qui continue. Et le mélange chez Eustache de son côté évangélique, catéchisme même, douce France, petit clocher, royauté, Jean de France, avec son goût pour le clandestin un peu louche, m'évoque l'enfance. Rimbaud, dont le poème Mes petites amoureuses commence comme ça. Un hydrolat lacrymal lave les cieux vert chou. L'enfant du film va au cinéma voir Pandora, le passage où Ava Gardner sort de l'eau. Et alors je m'autorise cet innocent détournement en sampling. Un hydrolat lacrymal lave Ava Gardner mouillée. Il semble pour lui qu'il n'y ait entre la vie et l'art que la minceur d'une pellicule transparente, une peau translucide. Et encore, même pas d'envers, comme l'anneau de Moebius, un ruban de pellicule, ruban de rêve sans revers. Et le montage, dira-t-on. Il est chez Eustache presque invisible, parfois même absent dans Numéro 0, où il laisse s'impressionner la pellicule sans coupure comme une robe sans couture. De son effacement, de son absence, Ingrid Caven m'avait parlé. Il l'avait choisi pour incarner dans Mes petites amoureuses la mère du petit garçon, lui à 13 ans, sans la connaître, pour l'avoir vue au cinéma, c'était la Paloma. Elle était Viola, chanteuse d'un cabaret interlope, diaphane et pâle comme le drap sur lequel, dans le temps, on projetait les films. Sa mère était Viola. Le petit garçon voyait sa mère comme une vedette de cinéma. Elle m'avait dit, Jean semblait aux aguets du moindre petit détail, mais détaché aussi, un peu loin dans cette densité de silence, cette absence qui magnétise l'espace là-bas entre les machines, les techniciens et l'actrice, laissé vide un moment, mais chargé de son esprit. Jean était là, sur le plateau, on ne l'avait pas entendu venir. Il corrigeait les petits détails ici et là, presque silencieux. Regard à travers la caméra, chuchotement à Nestor, le chef opérateur, nous abandonnant au « silence on tourne » de l'assistant, il semblait s'absenter, le regard s'éloignait, il nous écoutait depuis un lointain, s'abandonnant à quoi? Ça a été Jean le premier. Après tout de suite, il y a eu Fassbinder. Et puis très vite, Rassam le producteur, que j'ai nommé Mazar dans un roman. Je dis ces trois-là parce qu'il se trouve qu'ils étaient proches de moi et que pour eux, la vie et le cinéma ne faisaient qu'un, autant dire le réel et le rêve. Et aussi qu'ils ont fini pareil, cloîtrés chez eux sur un lit au tournant du siècle, à l'orée d'une ère innommable. Absolument pareil. Et moi, j'ai gardé persistante l'image comme celle décomposée de L'homme qui court de Jules-Étienne Marais, de ces trois-là à peu de temps de distance, comme le même 3 fois, mais il ne court plus. À plat ventre, demi-nu sur le lit, les yeux vides, encore rivés à un petit écran par terre, ça a été exactement ainsi, tous les trois, comme une parabole dont le titre serait « Le cinéma rendant les armes devant la télévision ». Et c'est vrai, c'est de ce moment-là, j'ai songé,
que le cinéma, ça n'a plus été pareil. De l'art, des fois sans doute, mais plus un art de vivre, un style de vie. Jacques Rigaud, le poète surréaliste, un de ses auteurs de chevet, écrivait, quelque temps avant de se tuer, à 30 ans, sur son lit, d'une balle au cœur, « Je vais vous dire une bonne chose. La perte de la personnalité, c'est la seule émotion qui me reste. Ça peut se dire autrement. Jean Eustache, quelque temps avant de se tuer sur son lit d'une balle au cœur, vit reclus chez lui, couché, souvent déprimé, devant la télé. Il téléphone à Maurice Piala, qui habite à quelques encablures dans un modeste 2 pièces, comme lui au 5e étage, et qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Allô Maurice, salut, c'est Jean. Salut. Écoute, je vais faire un film, et j'aimerais que tu joues le rôle de moi. Mon pauvre Jean, tu n'y penses pas. Je vis reclus chez moi, couché, déprimé, devant la télé. J'essaie, disait-il, d'une réalité qui existe et qui existe indépendamment de moi, de faire non pas une fiction, mais un film. La vie devenue film, sa vie un film, une fine pellicule que presque, comme une décalcomanie, on détacherait de sa peau et qui en garderait la marque. J'imagine que ce que le film lui restituait, la projection plutôt, un peu immatérielle, fantomatique, c'était sa vie, détachée, immatérielle à son tour, moins pesante et ailleurs. Le téléphone dans une main, le revolver à 2 coups dans l'autre, le magnéto avec lequel il a enregistré tout et tout le monde à côté, et sans doute une vidéocassette sur l'écran de la TV, un film de lui peut-être, et puis les 2 coups de feu, la dernière bande qui continue, le monde enfin sans lui. Il devait souvent essayer de s'imaginer cette chose impensable, voir le monde sans soi, pur, enfin lavé de tout regard. Bonsoir. On attend encore quelques secondes ou quelques instants pour ceux qui veulent sortir. Rester quelques instants pour Ingrid Cavell. Je ne sais pas si vous entendez mal. Bon, je vais essayer de parler plus fort alors. Vous voulez dire un mot sur le film tout de suite ou vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps peut-être? Sur le film, juste une impression je pense, comme ça. Il a une telle atmosphère qui parle très simplement pour beaucoup de choses. C'est devenu très rare de parler et de montrer pendant un temps des choses qui
qui vont justement un peu pas et justement un peu, un très peu, un peu. Et c'est très difficile de tenir ça, moralement, physiquement aussi. Et justement, c'était quelqu'un comme Eustache qui pouvait faire ça. C'est étonnant, encore pour moi aujourd'hui, c'est très étonnant de jamais chercher une pseudo-attraction ou quelque chose hystérique ou pseudo-vital ou quelque chose comme ça. Ça me prend encore le souffle un peu. Je ne sais pas quoi dire. Et quand Eustache, d'ailleurs, ouais. Non, je ne suis pas fatiguée, je ne sais pas ce que je suis. Quand Jean Eustache est venu jusqu'à Saarbrück, où il m'a cherché, quand il est venu, il était dans un costume de velours, il faisait très chaud. Et il est venu avec un petit bouquet de fleurs à la gare et il a commencé à parler, bien sûr en français. Et il parlait beaucoup. Je comprenais peut-être même pas la moitié. Et tout d'un coup, quand on est arrivé chez moi, mes parents n'étaient pas là, on a bu un verre, tout d'un coup il m'a agressé, il m'a accusé de quelque chose. J'ai toujours pas répondu parce que j'ai pensé c'est pas possible, il peut pas, il me connaît à peine, pourquoi il me dit des choses comme ça, ça va pas, oui. Et alors, je savais toujours pas ce qu'il veut, c'était le grand metteur en scène, oui. Alors, il me dit, je veux que vous jouez ma mère, moi comme petit garçon de Narbonne, je pensais, ça va pas. Il vient en Allemagne pour chercher une mère de Narbonne. Et j'ai un peu, là je me suis probablement un peu réveillée. Et j'ai pensé, mais c'est assez fou, assez intéressant, quelqu'un qui veut me draguer pour venir en Allemagne pour me dire que je dois jouer sa mère. Alors le malentendu était complet. Et sur cette base-là, on continuait un peu boire et manger. Après, je crois, il n'a rien compris. Mais non, il a bien sûr un moment où il a dit mais tu te rappelles quand même, ou vous vous rappelez de vos salons, votre éducation comme actrice brechtienne. Et bien sûr, il a dit cette mère, elle sera plutôt quelqu'un qui apparaît et qui disparaît et qui a un aspect comme Jean-Jacques Jules l'a écrit aussi, le garçon projette sur elle une star. Lui, elle aurait mérité mieux que ça, et elle pourrait être quelqu'un au moins comme Ava Gardner dans le cinéma. Alors là, je commençais un peu comprendre et après j'étais très heureuse de travailler avec lui. C'était étonnant l'atmosphère qu'il faisait aussi sur le plateau, comme ça. Et des fois, il parlait beaucoup à la préparation, mais sur le plateau, rien, absolument rien. Il était à peine là. Et comme moi, j'ai l'habitude de regarder plutôt les mettre en scène que mon rôle dans le scénario, je regarde ce que dégagent et ce que font les mouvements des maîtres en scène.
ça m'allait très bien, la manière de Eustache de bouger, de parler, ou un instrument très fort. Très après, j'étais un peu amie avec lui, et j'ai vu comment il peut être très très violent, très agressif et désagréable, mais toujours comme un jeu, un peu un jeu tout le temps. C'est énervant si on est très proche, amis, ou il faut avoir le calme de Jules qui est souverain dans tout ça, ça va, mais si on est un peu moins calme, on pourrait lui donner aussi des gifles ou être sous cette charme tout d'un coup, comme une petite fille, il sourit, il brille de tout et on lui pardonne, on est très bien, on est des petits enfants ou des très très vieux, tout ça en toute vitesse. Bon, maintenant ça va. Moi, je voulais quand même vous poser une question, même si vous avez dit que Eustache n'était pas, comment dire, très présent pendant le moment où des plans qui étaient tournés, mais vous aviez tourné avec Fassbinder, un peu Werner Schroeter déjà, peut-être pas encore, Vitali Etchebin, La Paloma. Donc, enfin, en tout cas, vous étiez identifié à un cinéma qu'on pourrait dire un peu baroque, c'est-à-dire, même si les films de Fassbinder, ça dépend des films, mais bon, c'est peut-être un peu rapide comme remarque, mais Eustache, en tout cas ce film, c'est complètement différent, parce que c'est un film un peu bressonien, très sec. Ça vous faisait quoi, enfin, c'est quoi la différence pour vous entre justement ce que vous avez connu avec les cinéastes allemands ou suisses-allemands et Eustache? Oui, les styles étaient très différents aussi, des styles de faire le cinéma étaient très différents, et en même temps, ils avaient des choses communes beaucoup plus importantes. Ils étaient tous dans leur royaume, rois dans leur royaume, chacun dans un autre, mais en même temps, ils étaient tous des poètes. Schröter, Fassbinder, Eustache et Daniel, c'était des gens comme Carcadi, un peu de pas au dehors de la société, de cette société meurtrière, et rêveurs de jour et de nuit, et c'est très difficile de tenir quand même dans le pratique, c'est des gens qui étaient absolument pas contents et pas d'accord qu'il n'y a rien à faire, la vie c'est comme ça et tout est comme ça et c'est horrible, il n'y a rien à faire. C'est des gens qui ont continué à rêver en sachant que, bien sûr, on ne va rien changer, hein. Mais de faire quand même. J'ai appelé ça des fois avec Perram une utopie concrète. Faire quand même faire, en sorte qu'on fait quelque chose qui est vivant, animé et avec une arrière-pensée, et pas seulement faire aussi des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi. Moi, j'aime bien encore aujourd'hui faire des choses que je ne sais pas faire, ou que je ne connais pas, ou aussi qu'est-ce que l'autre va m'apporter, que je ne connais pas non plus. Et ils étaient... Eustache et Schröter étaient extrêmement musical.
présents avec leur manière d'écoute. Oui, et même quand je tâche parler beaucoup, comme ça, tout d'un coup, beaucoup, très vite, c'est pas important d'entendre chaque mot, mais l'intention de tout ça, la musique de ça, ou la présence à travers du corps, de musique, de la tenue. L'érotique, bon, c'était encore possible l'importance de quelque chose au dehors du direct ou avant le sexe et après, c'est ça ce qui était important. Oh, non, j'ai tout dit, je crois. Donc peut-être encore vous, sur le fait que dans Les Petites Amoureuses, il y a pas mal d'acteurs qui ne sont pas des professionnels, si tant est que le mot, le garçon Martin Loeb, Dionys Mascolo qui était le mari de Marguerite Duras, et un philosophe par ailleurs, mais vous étiez quand même considérée comme une actrice professionnelle, parce que vous aviez déjà fait un certain nombre de films. Il y a quand même ce mélange, cette direction d'acteur qui est très particulière. En plus, vous êtes doublé dans le film, vous parlez, c'est pas votre voix. Oui, malheureusement, oui. Mais ça, c'était même pas la décision de Jean. Il voulait garder mon accent. Même si je trouvais ça aussi un peu étrange, mais le producteur a pensé qu'il faut purifier ça. Ça, c'était un peu dommage, je trouve. C'est la seule chose. Parce que, comme ça, cette mère, elle aurait eu encore un peu plus d'un côté d'une manière de faiblesse qui peut être très forte d'ailleurs, bien sûr, mais cette côté de ne pas être décidé dans tout moment, de savoir être une mère. Une et seule maman, comment la jouer? On ne peut pas la jouer, je pense. Bon. Et cette côté-là, Jean, il voulait ça. Cette côté, elle-même, elle fait des gaffes, elle fait des fautes vis-à-vis du garçon. Mais elle les aime, elle aime beaucoup, elle est un peu triste. Des fois, elle boit un peu trop, je crois, c'est ça ce que je me suis imaginé. Et aussi les quelques tête-à-tête avec Eustache, qui était souvent dans un jeu de séduction et de casser quelque chose pour être encore plus séducteur, séductrice et souvent laborieux dans le silence aussi, des silences où on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais ça c'était des préparations pour Eustache. Il m'a fait écouter aussi quand je suis arrivée là à Narbonne. On a tourné dans un endroit où il a vécu et sa grand-mère venait de mourir. C'est elle qui m'a cherché. C'était la femme la plus importante pour lui. Et il m'a fait écouter en boucle Douce France de Charles Trenet et d'autres musiques. C'était comme ça, sans indication, c'était ça. Bien, on va écouter le disque de Charles Trenet. Moi, comme pauvre allemande, là, à la fin, juste avant sa mère, avant sa mort, oui. Ah ben. Là, ça devient difficile. Mais je crois que je dois le dire. Il m'a insulté terriblement la veille de son suicide au téléphone. C'est dit, je suis très contente que je l'ai dit. C'était horrible, il l'a appelé, bien sûr, il était malheureux.
il voulait que je vais voir Sylvie, son amie de l'époque, parce qu'elle avait décroché le téléphone, il a dû l'insulter. J'ai dit non, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, je n'ai rien à manger. Il faut quelqu'un qui vienne. J'ai regardé l'heure. J'ai dit, mais non, c'est 6h30. Vas-y, tu es en bas. Il y avait en bas de lui, il y avait un boucher, oui. J'ai dit, vas-y, va en bas, tu as le temps, tu prends un steak. Il était fou de rage. Il m'a insulté. Toi, sale boche, rentre dans ton pays, tu n'es pas capable de m'aider. Et tu vas voir, on va se voir dans l'au-delà. Et là, bien sûr, qu'est-ce que je peux dire? J'ai raccroché, c'était pas très, très malin. Et il était, le lendemain, semble-t-il, il a insulté encore d'autres femmes. Et le lendemain, il s'est tué. Mais je sais qu'il a insulté aussi Big il y a longtemps avant. Et il était malheureux. Et il était malheureux de. Pas malheureux. Il aimait tellement. Il aimait tellement aimer des choses, et le cinéma, et il voulait tout le temps aimer, ce qu'il fait, ce qu'il respire, ce qu'il voit, tout le temps. Il voulait aimer tout le temps, et ça, alors, c'est tout un programme. Mais Schröder, pareil, tout le temps. Aimer ce qu'on fait, aimer où on s'assoit, même si c'est dans la merde, mais il faut aimer qu'est-ce qu'on fait pour aimer être là, ou dans la prairie, ou avec n'importe qui, ou quand même aimer les amis qu'on connaît depuis des siècles, aimer ce qu'on fait à chaque seconde. Alors, il faut le faire, c'est difficile. Non, j'en peux plus. Il aimait aussi beaucoup la bêtise. Il aimait aussi beaucoup la bêtise, et je te propose, d'ailleurs je te propose que l'on raconte chacun, puisqu'on a lu son scénario original il y a quelques mois, le scénario complet des Petites Amoureuses. Je te propose qu'on raconte chacun une scène qui n'est pas dans le film. Moi, celle du type qui crève en vélo, et toi, celle dans l'église où la mère et le petit enfant communiquent par un système, se parlent dans l'église. Moi, je vais raconter une histoire qui est dans le scénario et que Jean Eustache a coupé parce qu'il a voulu faire un film, je crois, un tout petit peu bressonien, très sobre, extrêmement classique, et son amour de la bêtise ressort peu là-dedans. C'est dommage. Il aimait, mais il aimait aussi la bêtise. Et alors, dans le scénario, il y a l'histoire suivante qui, attention, est très stupide, mais qui était néanmoins écrite. Je l'ai vu. Voilà, mais c'est trop tard, je continue. Que j'ai vu néanmoins écrit noir sur blanc dans le scénario. Donc il y a un de ces adolescents qui crève en vélo, et juste près de là où il a crevé, il y a un magasin de pompes funèbres. Alors il s'approche du magasin, il rentre dans le magasin, il dit bonjour madame, j'ai crevé, est-ce que vous avez une pompe? Et la dame du magasin de pompes funèbres lui dit non, ici on ne vend pas des pompes, on vend des bières. Eh bien alors donnez-moi un demi. Et je jure que je l'ai lu écrit dans le scénario. À toi. Non, mais j'ai pas une bonne histoire comme ça. Mais la mienne n'est pas. Mais ça va pas. Toi, c'était drôle. Moi, j'ai pas une drôle comme ça. Non, je crois. Ça va, on peut terminer comme ça. Je veux pas. Non, mais oui, toi, tu as les rires, il a tous les rires, et moi, c'est une scène dans l'église, où le garçon est en bas et la maman que
moi j'essaie de représenter. Elle est en haut et dans cette église Narbonne, il y avait un tuyau, non? Comment on peut dire? Hein? Un tuyau qui va d'en haut en bas, et quand on parle d'en haut, en bas, on peut écouter et bien sûr, on s'est dit un peu des cochonneries, mais après, ça s'entendait pas dans les trucs. Mais après, de toute façon, il a dû couper, je pense, Martin, qui était, bien sûr, comme ça arrive dans les tournages, le garçon, il était très amoureux de moi. Et Mascolo était jaloux, et moi j'ai fait la gaffe que je me suis laissée inviter par le petit pour aller dîner, et j'ai fait une grande gaffe parce que je voulais payer, et il a insisté de payer, et ça j'aurais jamais dû accepter, parce qu'il se sentait, il était amoureux. Il était terriblement amoureux de moi, et il venait avec son instrument magnifique, il jouait magnifiquement, donc quand je rentrais, il était dans ma pièce, mais je n'étais pas à la hauteur de ça. J'aurais dû être plus sérieux avec lui, et plus parler sérieuse, et pas jouer là dans la vie. Avec lui, j'aurais absolument pas dû jouer le jeu, absolument pas. Ça, c'était une leçon très malheureuse. J'ai pas fait du bien pour ce garçon-là, et ça, c'était mon rôle. Et cette vanité aussi, quand on joue des rôles, on oublie que la vanité continue, et quelque chose comme narcissisme très, très fort et très enfermé, et j'ai pas vu que le Martin, c'était pas bien du tout de ma part. Bon, maintenant j'ai dit ça aussi, je sais pas. Je vous utilise un peu, vous remarquez, comme oreille, comme grande oreille. Merci beaucoup pour l'écoute. Paradoxalement, vous ne connaissiez pas à l'époque Jean-Jacques Schul et Ingrid Caven, alors que Jean-Jacques était assez lié à Jean Eustache, très lié. Mais c'est Jean-Jacques qui a trouvé le garçon, parce qu'il connaissait bien sa sœur. Caroline Le. Voilà. Caroline, qui a joué merveilleusement dans un film de Arietta que j'ai vu récemment. Flamme. Magnifique. Dans lequel il y a aussi Dionys Mascolo d'ailleurs, qui est très très bon. Est-ce peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous poser des questions dans la salle? Oui, bonsoir. C'est vrai que Jean Eustache, c'était un homme déchiré, déchirant, insupportable. Il a failli me casser la figure, entre parenthèses, parce que j'ai été à la projection de La Maman et la Putain à Cannes. Et à l'époque, j'étais un petit peu excité, c'est vrai, je sortais de 68, je faisais un show. Mais donc je lui avais posé une question à la conférence de presse, et il ne m'a pas parlé, enfin il a donné une réponse comme ça. Puis après, le soir, je vois quelqu'un qui me dit « Toi, espèce de connard là, c'est toi qui as posé la question ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit « Tu sais, s'il y a pas, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, autrement je t'aurais cassé la figure. » Et d'un autre côté, il avait quelque chose aussi qui était très, très, très touchant, parce que moi je connaissais un peu ce film avant aussi, puisqu'il y avait un film qui était La Rosaire de Pessac, c'est ça, hein, et qui expliquait déjà tout son monde de cette insertion dans une société qui était très fermée, qui était très provinciale. Et puis, venant à Paris, il a changé complètement avec Saint-Germain-des-Prés, etc. Voilà. Bon, enfin, moi, je ne veux pas poser une question, c'est simplement un petit témoignage, parce que je trouvais que cet homme-là, il a eu une très belle fin, tout compte fait. Hein.
Non, mais je ne dis pas avec du cynisme ou quoi que ce soit, parce que c'était un homme qui était troublant. C'est un peu comme Piala aussi. D'ailleurs, ils étaient très copains les deux, je crois. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je salue notre amie Ingrid, que j'ai connue il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quelques années, je veux dire. À l'époque, j'ai dit ça, à l'époque, ces gens-là, à Saint-Germain-des-Prés ou non, un peu, même à Munich un peu, c'était des gens, des hommes qui n'étaient plus tout à fait, qui correspondaient plus tout à fait à l'image du bel homme dans une belle tenue d'avant, mais qui était un peu plus souple, qu'il y avait des aspects un peu plus cloches et plus souples et qui n'avaient plus peur de montrer aussi leur côté féminisé, qui n'avaient moins peur de parler doucement ou de parler bas ou de parler des conneries et qui savaient quand même séduire. Ils étaient très sûrs d'eux dans la séduction. Et ça, pour certaines filles comme moi et d'autres, c'était très fascinant et excitant, des gens comme ça. Très. En plus qu'ils avaient des idées de faire quelque chose autrement. Et ça avec beaucoup de sérieux quand même. Et de dire je suis rien, nul et tout ça. Et je ne suis pas important, mais je suis là. Et ça, c'était très fort. Être présent sans essayer de correspondre à quelconque quelques clichés. Et aussi que ça ne suffit pas. Moi, je suis la femme, toi, tu es l'homme, hein, ou quelque chose comme ça. Et alors? Et après? Bon. Je sais pas quoi. Je crois. Ça va, je crois. Merci à Eustache, merci à vous d'être venus et bonne chance. Hein. Merci aussi aux deux qui nous ont invités. Merci à vous. Avec la caméra.